Bienvenue à vous tous dans votre émission Le Bon Citoyen de ce jour. Cette émission qui bel et bien vous engage à devenir des acteurs actifs dans notre société. Aujourd'hui, nous allons pouvoir nous plonger dans une leçon de civisme où nous discuterons de l'importance de pouvoir protéger notre environnement. Ensuite, pour le compte de la chronique de ce jour, nous sommes dans ce studio avec Mariano Gagny-Arrossou, jeune juriste. Il pourra nous parler du droit à la parole et de son impact sur notre société. Et enfin, nous aborderons la dernière rubrique de cette émission par un débat citoyen, un débat captivant sur la crise de confiance entre les dirigeants et les simples citoyens. Nous aurons dans ce studio Bertrand Ayovi, spécialiste des questions de développement communautaire, et Arsène Atinéou, lui, il est conseiller des Français de l'étranger au Bénin ici. Donc voilà pour ce que nous pouvons retenir pour le compte de cette émission qui s'ouvre. Au titre de la leçon de civisme, nous allons pouvoir découvrir pourquoi la protection de l'environnement est une nécessité impérative. Comment est-ce que nous pouvons agir au quotidien pour pouvoir protéger notre planète? Voici la réponse. Mesdames et messieurs, chers citoyens, aujourd'hui nous aborderons un sujet crucial pour notre planète et notre avenir commun. La protection de l'environnement à partir de la gestion des déchets solides ménagers. Chaque année, des millions de tonnes de déchets sont produites dans le monde et il est de notre devoir de trouver des solutions pour réduire leur impact sur l'environnement. Tout d'abord, prenons conscience de l'importance de la réduction à la source. Avant de jeter un objet, demandons-nous s'il est vraiment nécessaire. Posons-nous cette simple question. Puis-je me passer de cet achat? En évitant le superflu, nous diminuons notre production de déchets. Ensuite, nous devons adopter le réflexe du tri. Séparer nos déchets ménagers en différentes catégories. Recyclables, organiques et non recyclables est essentiel. Les plastiques, cartons et verres doivent être dirigés vers le point de collecte approprié. En triant, nous fomentons une économie circulaire qui permet de redonner vie à de nombreux matériaux. N'oublions pas non plus le compostage. Les déchets organiques représentent une part significative de nos poubelles. En les compostant, nous transformons nos épluchures et restes alimentaires en un précieux engrais pour nos jardins. C'est un geste simple, mais impactant, qui contribue à nourrir nos sols et à réduire la quantité de déchets envoyés en décharge. Enfin, sensibilisons notre entourage. En partageant ces bonnes pratiques, nous pouvons unir nos forces et encourager chacun à devenir un meilleur citoyen. En agissant ensemble, nous faisons une différence. Rappelons-nous que chaque geste compte. La protection de notre environnement commence aujourd'hui avec chacun d'entre nous. Engageons-nous et devenons les acteurs du changement que notre planète. Restez donc avec nous pour que nous puissions passer à la prochaine rubrique de cette émission. Il s'agit bien sûr de la chronique du citoyen. Chacun de nous a le droit d'être entendu, chacun de nous a le droit de pouvoir s'exprimer. Mariano Gagny-Arrossou, jeune juriste, il est sur ce plateau. Il pourra nous expliquer à travers sa chronique de ce jour comment est-ce que ce droit est un puissant outil de participation citoyenne. Mariano Gagny-Arrossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes là pour nous parler de cette chronique du citoyen qui porte sur le titre « Le droit à la parole ». Bien sûr. Alors, que dire sur le thème « Le droit à la parole » ? Le droit à la parole, souvent considéré comme un corollaire de la liberté d'expression, est un principe fondamental des démocraties modernes garantissant à chaque individu la liberté de s'exprimer, la possibilité de s'exprimer, d'exprimer ses opinions, ses idées et de participer au débat public.
Ce droit est non seulement défini à la bouche, mais aussi ancré dans notre législation nationale, a évoqué la loi suprême de notre État, qui est la Constitution, en son article 23, qui dispose « Toute personne a droit à la liberté de conscience, de pensée, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. » Il faut dire que quand on parle du droit à la parole, ce droit englobe non seulement le droit de s'exprimer, mais aussi le droit d'accéder à l'information, le droit de recevoir des opinions d'autrui. Et ce droit qui est bel et bien limité, ce sont les deux axes du droit à la parole qu'on pourra retenir. Quant au premier axe, quand on parle du droit à la parole, le droit à la parole sous-entend une aide à donner une voix aux groupes marginalisés, de pouvoir défendre leurs droits et d'attirer l'attention sur les injustices. C'est amener les individus à réfléchir et à engager, en effet, des débats de façon constructive sur des sujets bien importants. C'est enrichir, disons, le droit ou le droit de s'exprimer de façon public et de pouvoir engager des débats publics en toute sérénité. Quand nous parlons du droit à la parole, c'est en fait un moteur de changement, des changements sociaux importants, car cela permet la critique des normes établies et de pouvoir penser à la promotion de leurs réformes. Cependant, quant au second axe, ce droit est bien délimité. Je dis délimité en ce sens qu'on a le droit de parler, ne signifie pas qu'on a pour autant le droit de tout dire. Les injures, la diffamation sont bel et bien la manifestation du droit à la parole. Mais ce droit, ces manifestations touchent et portent atteinte à l'honneur, à la réputation d'une tierce personne. Et c'est pour cela qu'on dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Quant aux enjeux du droit à la parole, bien que le droit à la parole constitue un droit démocratique, un droit principal, un droit fondamental, ce droit s'avère être limité. Limité en ce sens que il ne faudrait pas parler pour en abuser. Et la Constitution l'a bien défini, dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. C'est pour dire, quand on parle de la diffamation, tout propos qui porte atteinte à la personne ou à une tierce personne à travers la diffusion de fausses informations, qui est d'ailleurs une infraction à la loi pénale, une infraction passible de peine d'emprisonnement. Quand une infraction constitue juste par la manifestation de son droit à la parole. Donc, il faut dire par là que le droit à la parole, c'est un droit très important, un droit qui est un pilier démocratique fondamental dans notre État. Mais ce droit doit être recadré, il doit être limité. Et pour continuer, pour aller plus loin, il faut dire que le droit objectif de notre État qui confère ce droit subjectif à l'individu interviendra pour recadrer les délinquants de la parole s'ils en abusent de ce droit, qui est le droit à la parole. C'est en cela on attend qu'on a arrêté X, on a arrêté Y, on a arrêté W pour avoir manifesté son droit à la parole. Ce n'est pas pour autant ça. Ce droit, dès qu'il savait être abusé, le droit objectif qui a conféré ce même droit interviendra par ses représentants pour recadrer les délinquants de la parole. Il faut aussi dire que ce droit peut être recadré en harmonie avec la sécurité nationale, en ce sens que des déclarations, des citations à la révolte, des déclarations, des citations à la violence contre les institutions publiques qui doivent être proscrites. Voilà un peu ce qu'on peut dire en gros du droit à la parole. Ce droit qui est un droit capital, un pilier démocratique dans tout État, mais qui doit être utilisé ou exercé avec plus de responsabilité. Et les limitations sont bel et bien
essentiel pour protéger les individus et le droit des autres et aussi protéger la sécurité nationale. Pour ne pas trop discourir, on peut dire en gros ce qu'on peut retenir du droit à la parole, bien que c'est un droit très fondamental programmé par la Constitution. Ce droit savait être limité pour ne pas empiéter sur les droits des autres. Alors, monsieur le journaliste, voilà un peu ce qu'on peut retenir sur le concept du droit à la parole. Merci infiniment, Mariano, pour votre chronique de ce jour. J'espère qu'on pourra vous retrouver sur d'autres numéros. D'accord, merci beaucoup. C'est un plaisir, je l'espère vivement aussi. On va donc poursuivre notre émission et cette fois-ci, c'est le débat qui s'ouvre. Alors, un débat qui va sans aucun doute s'intéresser à un sujet assez sensible, la crise de confiance entre les dirigeants et les citoyens. Et j'ai dans ce studio Arsène Atinéou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes conseiller des Français de l'étranger au Bénin. C'est bien sûr. Je suis conseiller des Français de l'étranger depuis 2020 et jusqu'en 2026. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Avec vous, nous sommes également avec monsieur Bertrand Adjovi. Bonjour. Bonjour, monsieur Zogo. Vous êtes spécialiste des questions de développement communautaire. Évidemment. Et vous êtes là pour partager avec nous votre point de vue sur cette question assez sensible. Évidemment. La crise de confiance entre les dirigeants et les citoyens. Je suis tenté tout de suite de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous définirez la confiance dans un contexte où les relations entre les dirigeants et les citoyens prend un coup. Merci, M. Zogo. Je voudrais d'entrée dire que la confiance s'inscrit dans une relation sylagmatique, c'est-à-dire une relation réversible où chacun des parties concernées a un rôle à jouer vis-à-vis de l'autre. Cette confiance qui s'établit entre deux parties, quand on parle aujourd'hui des dirigeants et de leurs citoyens qui s'invitent à pouvoir être utilisés comme un mécanisme ou un moyen consensuel de débat ou non, selon que l'on aille dans une approche et dans une autre, à vouloir respecter ce qui est établi ou non, est un élément fondamental qui arrive à maintenir les liens d'un peuple ou à le déstabiliser dès lors qu'il y a dol. Donc, je fais court pour dire que la confiance est un élément consensuel qui permet à toute entité se retrouvant dans des mécanismes divergents ou non de pouvoir se repérer par rapport à des résultats attendus selon que l'on soit en politique, que l'on soit en société ou l'on soit en économie ou autres disciplines de la vie. Monsieur Arsène Atinéou, vous partagez l'avis. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre les dirigeants et puis les citoyens. Je partage complètement les remarques de M. Adjovi sur la confiance que les jeunes ont aujourd'hui de la classe politique. On voit aujourd'hui qu'il y a une confiance, la confiance entre les jeunes et la classe politique s'est rompue depuis longtemps. Et les jeunes manifestent aujourd'hui, quand on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les jeunes qui on demande d'aller à l'école, d'avoir des diplômes. Et la clé, c'est d'avoir les diplômes. Et ils ont la clé aujourd'hui. Et ils ne peuvent pas accéder à certains postes aujourd'hui. On voit qu'il faut avoir quelqu'un à une place aujourd'hui avant de pouvoir accéder à des positions aujourd'hui. Il y a un manque de confiance énorme aujourd'hui qui montre que les jeunes n'ont plus confiance réellement à la classe. Vous voulez faire ressortir donc sans aucun doute l'aspect du manque de justice sociale. Il y a le manque de justice sociale aujourd'hui quand on voit, quand on analyse un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand je rencontre des amis, tout ce que les amis évoquent comme difficulté à accéder au marché de travail, les promesses aujourd'hui de la classe politique qui ne se tiennent plus. Les jeunes n'ont plus confiance aujourd'hui à la politique.
Est-ce à dire, M. Ayovi, que de par le passé, ce n'était pas l'environnement dans lequel la quasi-totalité des jeunes ne se retrouvaient? Évidemment, il faut retracer les choses autrement pour dire que la politique, sinon nous prenons un homme politique qui veut accéder à un poste, que ce soit à la magistrature suprême ou à un autre poste, c'est qu'il y a toujours un projet de société. Un projet de société qui dit, selon les secteurs dans lesquels l'intéressé cherche à s'engager, les réformes qu'il tente d'opérer et puis les approches suivant lesquelles il voudrait que l'ancienne donne change et que l'on puisse amener un peu plus de vigueur dans la structure de façon à ce que chacun trouve son compte. Mais dès lors que tout est établi ainsi, il arrive que au cours de la mise en œuvre de l'acte initialement établi, il n'y a plus de respect en la matière. Donc, le non-respect du contexte initial constitue déjà un enjeu qui bloque la confiance que les jeunes devront pouvoir, ou bien que les citoyens devront avoir face à leurs dirigeants. Il faut dire que, tel que vous le demandez, ou vous posez comme question, ce qui avait été fait initialement n'a jamais été ce qui est fait après. Ou ce qui a été dit initialement n'a jamais été ce qui est fait ou ce qui doit être fait pour le bien et du social à offrir aux intéressés ou aux citoyens que nous sommes. Est-ce que c'est une mauvaise foi de la part peut-être de ces acteurs-là ou c'est peut-être l'environnement socio-politique qui les contraint à un moment donné à ne pouvoir plus respecter les engagements pris? Cette question est bienvenue. Je peux dire que c'est les deux niveaux. Okay. Il y a une mauvaise foi et il y a l'environnement socio-politique et que ces dirigeants la traversent des fois. Quand vous avez un dirigeant qui n'est pas bien assis en lui-même, qui est omnibulé dans un premier temps par le pouvoir, ou même qui a même une bonne conscience et qui fait trop confiance à ceux qui l'entourent et de qui il attend de très bons conseils, mais qui viennent à lui donner des conseils biaisés et que lui implémente, dans le cours des choses, il arrive qu'il commence par s'écarter de sa ligne directive, de son idéal politique de départ, qui ne lui permet plus de pouvoir vraiment accéder aux résultats attendus par la population. Dans ce sens, il faut dire que c'est l'engagement ou la détermination de ceux-là d'un côté de pouvoir glisser de ces petits pots de banane à ceux dirigeants de façon à pouvoir retenir ou recueillir leur bien ce qu'ils attendent. C'est-à-dire, comme le dit chez nous, le tchédianisme ou le bigotiméisme qui les conduit à pouvoir se comporter comme ça. C'est pourquoi il dit souvent que le premier chef ou un responsable est vulnérable au point où ceux qui l'entourent l'enlisent suffisamment. L'autre côté, c'est la mauvaise foi dont nous parlons. Il arrive que ces dirigeants, je ne puis le dire, mais c'est que de 90 à aujourd'hui, nous on a fait la révolution, on a été des enfants de la révolution, 89, on a fait la grève de la crise de 89, quand il était encore collège. Et de là-bas jusqu'à aujourd'hui, ici, quand on fait le point, c'est qu'à un niveau donné, il y a toujours quand même un problème de manque de volonté politique qui s'incruste dans une approche de mauvaise foi par endroit parce qu'il y a l'ego de l'intéressé, il y a l'ego du dirigeant qui entre en ligne de compte. Que l'on parle du bas peuple au haut sommet, il y a toujours ça. Que l'on doit reprocher par endroit à ces dirigeants-là qui n'arrivent plus à offrir le bien attendu aux populations. Et là, la crise s'installe définitivement. Monsieur Atinléo, de 1990 à nos jours, puisque c'est la date repère la conférence nationale des forces vives de la nation qui est souvent prise en compte pour la génération montante à laquelle vous et moi appartenons. Est-ce que vous avez le sentiment que fondamentalement, dès qu'un chef d'État arrive au pouvoir, par exemple, après avoir fait des promesses d'ordre électoraliste, une fois qu'il est installé, il a de difficultés à pouvoir mettre en place son programme de société? Est-ce que ce n'est aussi pas une erreur de penser que c'est le chef de l'État ou son gouvernement qui ne travaille convenablement pas? Alors, la société a beaucoup changé de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez préféré aller vers la période de l'indépendance? L'indépendance, en fait, les Béninois qui avaient voyagé, je parle de la France parce que c'est ce que je connais le mieux, et qui sont revenus juste après 1960 et qui se sont installés pour développer le pays, ils sont dans la peau de « c'est moi qui sais tout ».
le concepteur de programme et les autres ne sont pas à même à comprendre ce que je veux dire. Donc, ils sont au centre de tous les projets et disent, la population, nous sommes les concepteurs de programmes, nous sommes les concepteurs de programmes de développement. Et ça ne répond pas aux aspirations de la population. Il y a un écart entre ce que ceux-là qui se disent intellectuels pensent et ce qui est réel sur le terrain. Et donc, on a évolué jusqu'à 1990 où on parle du développement participatif. Et le développement participatif, comment ça se fait quand on met un chercheur ou un Béninois qui a étudié jusqu'à avoir sa thèse et un cultivateur qui ne comprend pas grand-chose. Les enjeux ne sont pas les mêmes. On dit, nous allons participer à un atelier et l'atelier va être source de solutions. Et la solution ne vient que des chercheurs. Les autres sont là pour signer et prendre leurs indemnités et partir. Nous avons évolué dans ce système jusqu'à aujourd'hui. Quand bien même on est dans un système participatif rodé, on continue toujours de penser que le chercheur détient le savoir. Et ces chercheurs, c'est ceux qui se retrouvent au pouvoir et qui décident et qui pensent qu'en réalité, nous faisons des programmes et qui sont adaptés aux autres. Et ce ne sont pas vraiment des programmes qui sont adaptés aux autres, c'est des programmes conçus dans la tête de ceux qui pensent qu'on a la solution pour développer. Ce n'est pas du tout inclusif. Est-ce que vous avez le même sentiment? On se retrouve dans un espace où il est question essentiellement de la participation citoyenne. On souhaite quand même la contribution de tous les citoyens du pays. Et peut-être au cours d'un atelier, on prend en compte l'avis des cadres et on oublie peut-être ceux qui viennent des villages parce qu'ils sont entre griffes des illettrés. Je vous remercie. Je remercie beaucoup Arsène pour avoir écorché ce niveau-là. Pour vous dire que la question d'abord elle est fondamentale. Qui sont ceux qu'on invite aux ateliers? Qui sont ceux-là qu'on invite aux ateliers? Est-ce que c'est les acteurs concernés? Est-ce que c'est les personnes concernées? Est-ce que c'est la cible voulue qu'on invite aux ateliers? Dès lors qu'il y a une thématique, il y a une problématique autour de laquelle il faut réfléchir pour donner des solutions à l'État, les cadres que nous constituons, restons dans nos bureaux et on identifie des amis, on identifie des proches, quelques bonnes personnes, d'accord, mais la masse, c'est ceux qui viendront pour gagner une pitance quotidienne et partir avec. C'est pour dire qu'en fait il faut que l'on n'aille pas une segmentation du débat à ce niveau-là pour comprendre ce qui ne va pas. Dans un premier temps, dès lors que nous n'avons pas les bons acteurs pour y arriver, alors là, nous sommes avec qui? Nous devons parler avec qui? L'approche en elle-même devrait être ou doit être participative. Il faut que toutes les entités possibles à dire et liées à un sujet puissent intervenir et qu'on prenne leurs interventions à en faire une banque de données et après aller à une segmentation ou à un saucissonnement de façon à trouver l'élément fondamental approprié sur lequel il faut s'appuyer comme un levier pour pouvoir rebondir. Apporter une solution à un problème ne veut pas signifier aller nous asseoir pour écrire du français. C'est d'abord partie de notre disparité. Tout à l'heure, Arsène est en train de parler de l'approche française. Nous avons aussi beaucoup voyagé, on a pris par des pays où on a vu que les autres s'attardent sur leur disparité, font face à leurs problèmes réels de façon quotidienne, s'appellent, s'asseyent et s'expliquent des choses, se donnent des détails liés à un élément ou à un autre et trouvent ce qui constitue les freins et en référence, identifie les leviers de développement. Mais chez nous ici, parlant de gouvernance ou de la politique ou des retombées que les actions politiques ou publiques devront ramener aux populations au fait de leur conférer une bonne vie, on ne fait que s'approcher ou s'acclimater. Je dirais même s'approprier des cultures étrangères. Est-ce à dire que nous ne nous retrouvons pas dans un espace de transparence des décisions publiques? Évidemment, je pourrais dire, sans fausse modestie, ça il faut le dire aujourd'hui, que la témérité d'un homme a permis de pouvoir sortir des carcans de cette ornière qui nous abritait ou que nous abritons pour nous retrouver un peu à la lueur des choses. Le fonctionnement de notre gouvernance ne nous permet pas d'évoluer.
il n'y a pas trop de clairvoyance, il n'y a pas trop de clarté, il n'y a pas trop de visibilité qu'on offre aux populations. Mieux, de ce qui doit être dit, on essaye de biaiser en tant que tel la communication à apporter aux populations pour se faire voir et s'applaudir, alors qu'en bas, il y a de la souillure, en bas, l'anguille encore sous roche qu'il faut aller encore déterrer. Cela voudra dire que pour que la confiance puisse s'établir entre gouvernants et citoyens, il faut que de façon réversible, que les relations soient dans un sens effectivement systématique, au fait que le citoyen lui-même soit le glas de la rétention de l'information, de la non-distribution de l'information ou de la destruction de la postérité, en fait, parce qu'en réalité, si nous-mêmes citoyens, nous n'arrachons pas notre liberté de la main des dirigeants, ça ne passe pas. Il va nous falloir, non, un instant, il va nous falloir prendre en main notre propre destin, à deux mains, comme le dit l'autre, pour que le gouvernement puisse savoir que tout ce qu'il fait n'est pas encore bon, et que le gouvernement puisse savoir lui-même qu'il doit écouter son peuple, et que le peuple puisse savoir qu'il faut une manière aussi de parler, de s'adresser au gouvernant, au fait de lui permettre de mieux écouter ce qu'on veut dire. Il y a une façon de raisonner que de raisonner. On était en train de parler de la transparence au niveau des affaires publiques. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'avènement des plateformes numériques, les réseaux sociaux, Internet, tout ça, le citoyen a la possibilité de dénoncer un certain nombre de faits ou de se faire entendre pour que le gouvernement parvienne à comprendre ses aspirations profondes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts se mènent de la part des citoyens pour effectivement donner vie à cette traçabilité en termes de transparence et de gestion publique? Alors, je n'ai pas bien compris votre question, mais je pense qu'aujourd'hui qu'il y a une dynamique de communication favorisée par les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, je vous repose la question autrement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec l'implication des citoyens à travers Internet et autres, la façon de vivre la transparence au niveau des affaires publiques peut effectivement permettre à ce qu'on connaisse un mieux-être au niveau des États africains? Alors, je reviens toujours sur ce que je connais en Europe. C'est ça. Je suis allé enquêter dans la Drôme. La Drôme, c'est complètement le sud, enfin un peu plus au sud de la France, où un dirigeant a décidé de gouverner par la méthode participative. Et c'est très bien, tout le monde est content de participer aux décisions politiques, à tout ce qui a trait à la gouvernance locale. Mais le problème, c'est que ça prend du temps pour se mettre d'accord sur un sujet. Au moment où les autres maires étaient en train d'avancer, lui, sa commune prend du temps à prendre des décisions. Ce qui est très bien, c'est qu'il avance sur un consensus, il avance lentement, mais les populations sont contentes. Tout le monde est content. À la fin, quand il a démissionné, quand il a fini son mandat, il a dit, moi, je ne me représente plus. Parce que ça demande énormément d'énergie pour faire avancer ce territoire. Et c'est là les côtés néfastes de la participation, si c'est mal géré, où les décisions qui doivent être prises par les autorités doivent être une décision participative. Aujourd'hui, on voit clairement que les réseaux sociaux apportent une pulsion, apportent plus Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu entends plus de choses. Tu es au courant de beaucoup de choses. Mais les lois qui vont cadrer tout ça vont lentement. C'est que pour instruire une loi sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut passer par les députés, ça suit en cours. Mais les réseaux sociaux, ça va vite.
On est face à une machine de réseaux sociaux aujourd'hui qui va très vite et l'instrument qui va régulariser ça va très lentement. On est face à ça. Dans tous les contextes, il faut un cadre législatif pour régulariser tout ce qui se passe. Je ne suis pas en train de défendre en fait la prise de parole sur les réseaux sociaux. Non, il faut que ça suive une logique. Il faut que la logique soit définie de façon participative par les citoyens, par tout le monde. Il ne faudrait pas qu'on reste péché. Est-ce que vous voulez dire de façon implicite ou de façon indirecte qu'au-delà du fait que nous devions chercher à ce qu'il y ait de la participation citoyenne, qu'on veuille permettre aussi aux dirigeants de prendre des décisions autoritaires? À un moment, il faut que ceux qui nous dirigent prennent des décisions. Mais dans le même temps, il faut consulter, il faut impliquer la population pour que la population se sente impliquée dans ce qu'ils font. Monsieur Yovi, comment arriver à prendre une décision assez vite pour une communauté qui souhaite quand même participer à cette prise de mesures, d'autant plus qu'elle n'est pas proactive? Je pense que la question, elle est d'abord basique. Pour les décisions, pour faire avancer les choses. Je lis très bien et dans ce que dit Hassane, pour dire que dans un premier temps d'abord, avant d'en arriver à ce niveau, je veux faire un crochet pour dire que les réseaux sociaux participent très bien aujourd'hui à l'émulation, au fait de permettre aux populations, aux citoyens de donner leur point de vue, de se faire entendre. Sauf qu'il doit y avoir un cadrage. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons quand même le code du numérique. Nous avons le code numérique qui travaille, mais les citoyens, c'est une question culturelle. On n'est pas encore habilité à pouvoir comprendre que la loi nous a dit ceci, cela. Et il y a aussi, comme le dit l'autre, il y a aussi des délinquants du numérique qui, malgré leur âge, leur maturité, leur culture et autres, s'en fichent. Ils se disent, même on peut me prendre, on peut m'incarcérer, c'est pas un problème. Et c'est quand on les incarcère qu'on ne commence pas à indexer un chef, une autorité, une autre. Ça ne passe pas. Il y a la question participative qui doit permettre de pouvoir faire avancer les choses. Vous savez, dans le monde entier, il y a un problème qui se pose. C'est aux États-Unis surtout que ça se règle davantage parce que la question de management est une question fondamentale pour gérer toute entité dans le monde. Que ce soit en public, en privé, en politique, dans un secteur, dans un autre, il faut avoir un petit élément managérial à son propre niveau pour y aller. Ce maire, par exemple, qui a travaillé et qui a voulu suivre le rythme de sa population, n'a pas mis au reflet ou au miroir son agenda de vie politique à la tête de sa commune, pratiquement, ou de son territoire. Il faut dire aujourd'hui que concernant notre cas, le cas du Bénin, pour aujourd'hui, je pense que c'est ce cadrage que l'autorité est en train de mettre en place. C'est cette vitesse du moins, c'est-à-dire qui permet de dire, j'ai tel planning, j'ai une feuille de route, je dois pouvoir évoluer, j'ai un timing de vie politique. Mais voilà, puisque vous venez sur l'aspect politique de plus en plus, est-ce qu'on va sacrifier les populations au profit du calendrier politique? Justement, non. Mais il arrive que la population ne comprendra pas vraiment l'esprit de développement ou le contenu que le politique est en train de vouloir donner forcément à son acte de développement. Il faut faire comprendre à ce niveau-là qu'à un moment donné, le politique ou l'autorité politique qui a à charge le développement de son entité doit pouvoir prendre une résolution. Cette résolution l'amène à pouvoir dire on ne fait pas ci, mais on fait ceci, pouvoir arrêter le débat. S'il n'arrive pas à arrêter le débat à un niveau donné, il va s'enliser, le temps va passer, il ne va pas réaliser les choses. La population attendra de lui des effets positifs de sa gouvernance, mais il n'y arrivera pas. Donc, ce n'est pas au détriment de la population, mais c'est surtout pour le bien de la population que cela se fait. Est-ce que ce n'est pas aussi des comportements qui poussent les citoyens à pouvoir se dire un jour, advienne que pourra, laissez-le continuer? Évidemment, et une crise de confiance s'installe. À ce niveau, ça dépendra de la façon dont l'autorité indiquée la gestion de son entité territoriale exerce son pouvoir. S'il le fait dans un esprit agressif, la population prendra acte.
s'il le fait de façon à sortir de la ligne directive qui conduira le peuple à pouvoir obtenir un bien-être de sa part, la personne prendra hâte. Et c'est ça qui conduit à des actions de révolte, à des actions de mécontentement, à des actions de... voilà, il n'a qu'à le faire. Et sa chose, on attendra un autre politique qui viendra faire son mandat et puis on va l'accompagner. Et de proche en proche, la situation, les unes à la suite des autres, conduisent finalement à des décombres ou à des dérives où on n'arrive plus à supporter la charge plus tard. Comment arriver aujourd'hui à amener le citoyen et les dirigeants à faire taire ce que nous pouvons appeler la méfiance ou les suspicions? Il faut que nos dirigeants soient un peu plus transparents sur leur calendrier politique. Quand on voit ce qui est annoncé lors des campagnes, quand on voit les promesses non tenues par nos dirigeants, les jeunes ont tout à fait raison de ne plus croire en la politique. Les jeunes ont raison de déverser leur colère sur les réseaux sociaux. On note dans la participation des élections, les jeunes ne participent plus aux élections. Il y a un désengagement du scrutin électoral. Et on voit bien que les jeunes ne votent plus. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une radicalisation. Je n'aime plus le pouvoir en place. Ça, c'est des discours qu'on entend aujourd'hui. Parce que ces jeunes se sont sentis trahis par des promesses. Je me souviens, je ne veux plus revenir sur ces points, je ne voulais pas plus revenir sur ces points, mais je suis obligé. Le président Zissou avait fait un audio lors des campagnes pour annoncer que lui, quand il sera président, il n'allait pas chasser les vendeurs de paillots. Parce que, en fait, il y a eu ce rumeur sur les réseaux sociaux quand le président Zissou deviendra président de la République, il va chasser tout ça. Aujourd'hui, ces paillots sont pas chassés, mais on voit que ces promesses qui n'ont pas été tenues, je ne dis pas que c'est bien. Ils disent, j'ai rencontré quelqu'un, un vendeur d'essence paillot, qui disait le président nous avait promis de réformer en fait notre secteur. Et je lui ai dit, oui, il est en train de réformer le secteur. Ça veut dire qu'il y a une malcompréhension, une interprétation du programme du président qui était fausse à la base. C'est ça. Et donc, le programme du président n'a pas été compris, ou lui-même, peut-être, il a dévié par je ne sais quoi, mais les jeunes n'ont plus confiance. Vous parlez bien du président Émile Dervin Zissou? Non. Non, le président Zissou. Zissou, ah, d'accord. Le président, le candidat, d'accord. Quand voilà. vous parlez de président, Voilà. ça prête à confusion. Et tout ça peut nous amener à l'instabilité politique. C'est ça. Parce qu'on va voir des gens qui vont rentrer dans la rue et manifester leur mécontentement. On peut voir des jeunes aujourd'hui qui sont désespérés, qui ne croient plus en la politique. Donc pour vous, la façon de communiquer des acteurs politiques aussi doit pouvoir recueillir une certaine transparence. Et la transparence doit être la boussole. La transparence doit être la boussole. Aujourd'hui, un jeune qui se lève aujourd'hui dit, voilà le projet du gouvernement, voilà ce qui nous attend. Et ils sont incapables de dire aujourd'hui ce qui nous attend. Pourquoi les dirigeants ont autant de mal à pouvoir mettre la transparence au cœur de leurs priorités? Oui, c'est ça d'abord. Tout ce que nous sommes dit ici, c'est inhérent à tout pays, c'est inhérent à toute gouvernance, c'est inhérent à tout gouvernement d'ailleurs. Et je ne dirais pas qu'ils ont du mal à mettre sous lumière ou sous visibilité leurs actions. Je dirais simplement que c'est des contraintes qui leur tombent dessus en cours de gouvernance. Aucun candidat n'a jamais voulu faire une reddition de comptes, n'a jamais voulu rendre compte de ce qu'il fait à sa population.
Mais il arrive que la population devienne aussi de plus en plus exigeante des fois, au regard de ce qui se passe. Parce que, tel l'a dit M. Attini Ouassen, il faut comprendre que ce qui stresse le plus, ce qui fait davantage mal, c'est le fait que certaines personnes disent, je l'ai entendu maintes fois depuis avant 90 à aujourd'hui, ce sont ceux qui sont avec eux qui sont en train de bouffer. Ils ont fait une secte, c'est entre eux que ça se passe, et nous on est là, donc on n'est pas, on est du bas peuple, on n'est pas considérés. Ils savent ceux à qui ils tracent la voie pour que ceux-là puissent émerger, etc. On l'a vu hier, il n'a rien du tout avec ce gouvernement aujourd'hui, il est multimillionnaire, il a des États, il a ci, ça. Mais est-ce que ça ne fait pas appel aux institutions démocratiques? On a par exemple le Parlement, la justice, qui doit pouvoir travailler à défendre. Le Parlement, qui est une institution de contre-pouvoir, doit continuer de façon de travail dans notre pays. Ils l'ont fait jusque-là, c'est bien, mais il faut que cela s'améliore surtout. Et que les institutions de la République, qui sont des leviers sur lesquels, ou qui sont des collatéraux, qui doivent aussi intervenir pour pouvoir tirer sur la sonnette d'alarme auprès du gouvernement et lui montrer là où ça ne va pas, au fin qu'il reprenne une médiation ou une médiation, doit pouvoir faire le travail également. Vous savez, dans une entité où nous sommes multiples et nous n'avons pas les mêmes ambitions, il y a toujours un conflit d'intérêts. Et telle la politique est un rapport de force, c'est comme ça également que la société par rapport à notre pitance constitue pour notre quotidien un rapport de force que nous exerçons tous les jours. Ce rapport de force ne prend pas en compte quelqu'un qui a l'argent comme l'autre qui est pauvre, etc. Pas du tout. C'est inhérent à tout le monde. Le milliardaire en recherche comme le pauvre, le plus pauvre qui n'a pas les moyens du tout aussi en recherche. C'est pour cela que moi je voudrais qu'on ressente le débat à ce niveau précis pour dire que et les institutions de contre-pouvoir ou d'accompagnement du pouvoir en place à tout temps d'un pays, comme la gouvernance en place, devront revisiter à chaque fois leur agenda pour se dire est-ce que c'est ce qui attend des populations qu'ils sont en train de vouloir faire. Dès lors qu'il y a d'éléments nouveaux qui entrent en ligne de compte, il faut effectivement les implémenter et pouvoir voir si cela puisse cadrer avec les résultats attendus pour pouvoir apporter un peu plus aux populations au regard de leurs attentes. À ce niveau précis, il va falloir que et population, citoyens, et gouvernants, et institutions de toute nature puissent se regarder dans la tête pour se dire qu'est-ce qui est bon pour notre pays en réalité. De quelle façon va-t-on faire les choses pour que cela puisse émerger. Dans le concept global, il faut qu'il y ait un lien qui puisse faire porter les choses. Mais il n'y a pas d'entente. Dès lors que ces crises de confiance là naissent, c'est qu'il y a naissance de partis politiques, il y a division, il y a des soulèvements, il y a ci et ça, des critiques de part et d'autre. À quel moment précis alors le pays pourra s'entendre, s'écouter, pouvoir se recadrer et repartir sur de bonnes bases? Tout ça là constitue des éléments qui amènent certains pays à pouvoir faire appel à des assises pour dire, des assises isolées peut-être au niveau des territoires, au niveau même étatique, pour dire, bon, regardons un peu les choses, revoyons les choses. Cette crise de confiance qui est en train de s'installer aujourd'hui, depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, ne cessera que si les gouvernements s'apaisent un peu, mettent de l'eau dans leur vin et revoient dans le bas peuple ce qui est bien pour le peuple, ce qui est bien pour les populations. Ça, c'est plus important à dire que toute chose. Nous pouvons aujourd'hui rêver un peu. Monsieur Arsène Atindéo, dites-nous, à quel genre de société aurons-nous affaire, par exemple, si les populations, les citoyens arrivaient à faire confiance à leurs dirigeants et que les dirigeants aussi parvenaient à pouvoir présenter une gestion de transparence? Ça, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que le projet de nos dirigeants soit en accord avec ce que nous avons envie que notre société soit. Et je pense que dans cet environnement, les institutions vont marcher. L'école, la santé, l'école, la santé, tout ce qui rentre dans le bien-être de la population marche si tout va bien. Mais on voit aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. Quand on prend l'exemple du Brexit, le Brexit, c'est un exemple de mécontentement de la population anglaise par rapport à tout ce qui se passe en Europe.
Voilà, la population, ils sont allés au référendum, ils ont voté, on dit on sort de l'Europe parce qu'ils ne sont pas du tout contents de la politique de l'Europe. Donc vous ne souhaitez pas qu'on en arrive à des pareils... Les mouvements de protestation à Hong Kong, c'est les dirigeants, les citoyens sont plus contents de la gestion des biens de l'État. C'est un mouvement de protestation. Et quand on voit en Amérique du Sud les mouvements de protestation liés à la mauvaise gestion, à la non-transparence du programme des autorités, ça ne peut que conduire les gilets jaunes en France. C'est un ras-le-bol de la gestion du président Macron, de comment il gère le pays. C'est une forme de dire on n'est pas content. Et on voit aujourd'hui le président, il donne la possibilité aux Français de choisir une assemblée, ce qui a été fait. Et après, il décide tout seul de créer une assemblée qui n'a rien à voir avec ce que la population souhaite avoir. Et ça, c'est une crise. On va revenir sans aucun doute sur d'autres émissions, sur des questions d'ordre stratégique concernant la politique étrangère. On est pratiquement à la fin de cette émission, mais avant, votre mot de fin. Je pense que quand on souhaite devenir président de la République, diriger un pays, il faut un projet solide. Un projet que celui qui porte le projet maîtrise. Le dirigeant, ce n'est pas forcément que le chef de l'État. Mais c'est le chef de l'État qui insuffle en fait le rythme. Il faut que le chef de l'État soit au centre de ce qu'il présente comme projet. Si le chef de l'État ne maîtrise pas réellement son projet, et je pense qu'il faut nécessairement que le projet soit en accord avec les convictions, avec ce que les populations veulent. Merci à vous d'être passé. Monsieur Bertrand Ayovi, votre mot de fin sur cette émission? Je voudrais dire qu'il faut nécessairement qu'il y ait une adéquation entre les projets de société des gouvernants et les besoins réels des peuples, des populations qui les élisent. Et que les gouvernants, les dirigeants redonnent plus confiance à leur population de façon à ce qu'en retour, eux-mêmes la leur revalent. C'est en réalité dans cette synergie-là que tout peut marcher. Je ne voudrais non plus qu'il y ait un peuple où il y ait aussi trop d'entente entre dirigeants et citoyens. Parce que là, ça va faire beaucoup trop de paix. Et dès lors qu'on ne trouve plus rien à dire, c'est dans la critique constructive que les peuples ou les pays évoluent. Et dès lors que l'on veut forcément, c'est-à-dire voir de même couleur les citoyens et les dirigeants, il n'y aura plus en ce moment-là un rapport psychologique, un rapport de réflexion, de façon à pouvoir ressortir des éléments sur lesquels il faut rebondir pour reconstruire le peuple-nation. C'est en cela que je voudrais demander que pour le monde, c'est bon, mais parlant ici au Bénin, ici un territoire qui nous a vu naître et grandir avec tout ce que nous avons eu à mener comme élément de tout là aujourd'hui, qu'il puisse s'installer un peu plus de confiance entre les citoyens de notre peuple, le Bénin, et nos dirigeants au sommet, mais que les citoyens que nous sommes sachions comment est-ce que nous allons communiquer de façon à nous faire écouter, à nous faire entendre, à nous faire accepter, ou à faire accepter nos idées, qu'on ne coche pas un dirigeant parce qu'un chef, c'est un chef. Il faut savoir s'adresser à son chef. Il faut savoir s'adresser à son chef de l'État ou même à son chef de quartier. Il faut savoir lui parler. Nous avons appris en Afrique, au Bénin, précisément chez nous, avec nos cultures, la discipline, le respect. Et c'est notre culture, en fait. C'est notre civilisation. Merci. Merci à vous. Nous avons donc eu droit à un débat assez riche et passionnant. Merci à vous, chers invités, d'être venus partager ce moment de plaisir avec nos téléspectateurs. C'est un plaisir. On va pouvoir se retrouver semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission, Le Bon Citoyen. À très bientôt.